1, 2, 1, 2. Oui, bonjour à tous. Je fais un petit test micro pour savoir si j'étais connecté. Je vous propose d'attendre encore quelques secondes avant de commencer. Bonjour à tous, je suis David Galrégnier, donc directeur technique contenu usage au sein du pôle de compétitivité Minalogic, qui est partenaire, comme vous avez pu le voir, à l'entrée du SIDO. Depuis le début du SIDO, en fait, on est partenaire, on a un stand aussi partie exposant, et on est avec différents collègues animateurs de certaines conférences, dont celle-ci, consacrée notamment aux technologies immersives. Je voulais juste dire deux mots sur Minalogic aussi. On est le pôle de compétitivité des technologies numériques en Auvergne-Rhône-Alpes, donc on couvre toute la chaîne de valeur du numérique et on accompagne nos adhérents qui sont des entreprises, des labos et des écoles d'enseignement supérieur sur de l'innovation technologique et sur leur développement économique issu de ces innovations. La table ronde aujourd'hui, pour débuter ce SIDO, est consacrée à l'intégration des technologies immersives dans la stratégie digitale. Cette conférence, ça sera avec quatre intervenants. Elle sera aussi réalisée en live audio. Donc vous avez pu voir que le SIDO, exceptionnellement, est sous deux formats, en physique, présentiel et en live numérique, digital. Donc vous aurez la possibilité de retrouver les conférences aussi audio sur cette plateforme en mode replay à partir du 7. Voilà. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Donc pour aborder la thématique de l'intégration des technologies immersives dans la stratégie digitale, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Lionel Jousmet, qui est le fondateur et CEO de Diota. Il vaut mieux aussi identifier un peu les personnes physiquement parce que les masques ne permettent pas forcément de le faire. Francis Rossignol, qui est VP Smart Factory chez Safran. Alexis Denervaux, qui est groupe CDO et CEO chez Terral. Et Marc Rousset, qui est Channel Industry Director chez ESI Group. Donc sans transition, je vais laisser la main à Alexis Denervaux de Terral pour vous présenter un peu sa structure et son parcours, aussi son rôle au sein de Terral, et expliquer concrètement un petit peu comment les technologies immersives ont été utilisées dans la stratégie de l'entreprise. Bonjour à tous. Moi, j'espère que vous m'entendez bien, malgré le masque. Donc, Alexis Denervaux, moi j'ai rejoint Terral il y a 3 ans en tant que CIO et CDO, donc Chief Digital Officer et pas Data Officer. Donc voilà, mon rôle chez Terral, c'est de porter la transformation digitale dans toute l'entreprise, aussi bien en interne qu'en externe, sur le plan industriel, mais également sur le plan commercial, marketing, RH, etc. Et puis la partie CIO, voilà, c'est de l'informatique plus classique avec les ERP, la messagerie, etc. Donc je couvre tout ce périmètre-là chez Terral. Avant ça, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années chez Saint-Gobain à la direction générale, et puis avant dans le oil and gas, principalement Total et Technip. Toujours dans le digital ou l'informatique. À l'époque, il y avait pas tellement, on ne parlait pas de digital, on parlait d'informatique. Voilà. Voilà un peu pour mon parcours. Terral, donc c'est un groupe industriel, c'est ce qu'on appelle une ETI. Notre activité principale, c'est donc tous les matériaux de construction en terre cuite, donc la couverture, la façade, la structure, le parement, et puis plus récemment une diversification vers le solaire avec un programme intitulé Demain tous solaire, et on a une présence internationale en Europe, en Asie, aux US. Voilà. Le projet, comment est-ce qu'on a utilisé les technologies immersives chez Terral?
Alors, on ne peut pas dire que ça soit quelque chose chez nous qui soit très ancien. C'est un projet très récent, mais c'est un projet d'envergure. Chez Terreal, en fait, on a différentes usines. On a plus d'une vingtaine en France et on est dans une phase de modernisation de certaines lignes de production dans ces usines. Et donc, qui dit modernisation dit, dans le cadre d'un projet en particulier, l'intégration de 23 robots pour effectuer des tâches précédemment effectuées par des opérateurs, des tâches relativement pénibles physiquement parce que lourdes charges à soulever, position de travail pas confortable, etc. Et donc, on est passé pour faire cette modernisation, on a fait appel à un prestataire Tecoma. Et ce prestataire, en fait, assez rapidement, dans le cadre du projet, nous a proposé de modéliser la nouvelle ligne de production en réalité virtuelle, en 3D. Et donc, ce qu'il nous a expliqué, c'est que grâce à cette modélisation, on allait pouvoir plus facilement à la fois valider les aspects techniques et donc éviter d'avoir à bouger des robots. Il y en avait 23 intégrés, donc éviter d'en avoir à déplacer une fois la ligne terminée, etc. etc. Mais également faciliter l'adoption des robots par les opérateurs. Les opérateurs en question qui ont été remplacés par des robots continuaient à travailler sur cette ligne de production. Donc l'intérêt, c'était effectivement de les embarquer dans le projet. Également bien définir les nouveaux postes de travail des opérateurs. Donc s'assurer que les opérateurs arrivaient bien à travailler dans des bonnes conditions dans la nouvelle ligne. Et puis d'une manière générale, vraiment réussir à embarquer toute l'entreprise dans ce projet. La façon dont ça a été mené, c'est assez classique. On a fait un cahier des charges. On n'a pas fait de POC. On a fait un cahier des charges. Comme c'est le prestataire qui a été à l'initiative de cette proposition, tout s'est organisé avec lui. Et puis voilà. Et les équipes mobilisées étaient principalement en interne ma direction, donc la direction informatique digitale et la direction industrielle, et en externe le prestataire. Et donc la façon dont ça s'est passé, alors malheureusement je n'ai pas apporté la petite vidéo qu'on a réalisée, mais c'est assez simple. C'est-à-dire que toute la nouvelle ligne a été modélisée, et puis on a fait 3 ou 4 journées de réalité virtuelle avec les opérateurs qui sont venus et qui, avec un casque de réalité virtuelle, ont travaillé virtuellement une journée à leur nouveau poste de travail. À l'issue de cette journée, ils ont fait un retour d'expérience sur leur poste de travail et en expliquant, si je suis positionné comme ça ne va pas, il faudra adapter ci et ça. Et donc, qu'est-ce que ça a permis à la fin de gagner ? Le plus gros succès, c'est l'adhésion à quasi 100% de tous les opérateurs. Ils ont tous été embarqués dans le projet. Ils ont tous été convaincus. La deuxième chose, c'est la baisse des coûts de fabrication. En fait, on s'est rendu compte, grâce à cette expérience virtuelle, que par rapport au cahier des charges initial, il y avait des modifications à effectuer. Si ces modifications, on avait dû les faire une fois la ligne de production installée, les coûts auraient été bien plus importants que ceux qu'on a évités. Donc de ce point de vue-là, des économies vraiment significatives. Un gain de temps, on a gagné à peu près 2 semaines sur la mise en production initiale. Donc bon, c'est toujours ça de prix. Et puis finalement, on a eu, alors c'est pas directement lié, mais par rapport au caractère innovant du projet et puis aux économies d'énergie réalisées, alors c'est pas vraiment lié à la réalité virtuelle, mais disons au projet en général, on a eu des subventions de la région. Voilà. Donc un projet vraiment intéressant et qu'on va sans doute reproduire dans le cadre de la modernisation des lignes de production d'autres usines de Terreal. Voilà. Merci beaucoup.
Avant de passer la main aux autres intervenants, pour vous rappeler aussi que dans le format de la conférence, on va avoir les présentations des intervenants, mais aussi vous aurez la possibilité de poser des questions, donc n'hésitez pas à les garder en tête par rapport aux interventions que vous allez avoir. Et également sur la plateforme Pulse, je promets rien, donc soyez tolérants. Normalement, vous pouvez poser aussi des questions via le chat et je suis censé pouvoir les récupérer pour pouvoir les poser en direct. Donc n'hésitez pas, je ne vous promets pas pour les gens qui sont en audio d'avoir accès à vos questions, mais tentons le coup. Voilà, donc je vais passer la main maintenant à Lionel, moi dans un premier temps, mais vous allez plutôt être en trio pour parler un petit peu de votre collaboration commune et du coup, je te laisse lancer le sujet et la présentation du projet. D'accord. Bonjour à tous. Donc Lionel c'est pas trop fort ça va. Bonjour à tous. Lionel Joussemet, donc cofondateur et président de la société Diota. Donc peut-être d'abord quelques mots sur Diota en effet avant de parler un peu des projets qui nous lient. Donc Diota est une société qui compte aujourd'hui un peu plus de 60 collaborateurs. Donc on se positionne dans le domaine dit donc de l'industrie 4.0 en tant qu'éditeur de solutions. Donc pour l'industrie 4.0 donc autant de définitions que de gens qui en parlent. Hein. Donc nous, notre positionnement se fonde vraiment sur le fait d'apporter une contribution pour contribuer à la performance industrielle du terrain, donc des centres de production, des centres de maintenance, donc vraiment des terrains opérationnels de l'industrie grâce au digital. Donc pour ce faire, finalement, nous, la mission qu'on s'est donnée, c'est de contribuer à finalement réconcilier deux mondes qui jusqu'à présent se parlent finalement relativement peu, alors qu'ils sont éminemment complémentaires. Donc d'un côté, le monde de l'ingénierie, donc tous les bureaux d'études, les bureaux des méthodes, où depuis longtemps les technologies du digital sont déployées et utilisées depuis des années, pour ne pas dire des décennies, notamment pour le design des produits et des process dans le domaine de l'aéronautique, pour ne citer que celui-ci. Et de l'autre côté, un monde avec une population différente, plus un monde de col bleu, où vous allez trouver donc des chaudronniers, des monteurs, des électriciens, qui finalement sont les gens qui, in fine, vont construire, assembler et maintenir ces produits issus de notre industrie, notamment l'industrie manufacturière. Donc pour ce faire, pour finalement essayer de créer une synergie entre ces deux espaces, on a une offre de valeur qui est duale. D'un côté, proposer des solutions technologiques qui vont permettre de matérialiser toute cette donnée, toute cette intelligence digitale issue des espaces d'ingénierie sur les espaces opérationnels où évoluent les compagnons, comme on aime les appeler. Donc là, vous allez trouver notamment les technologies qui nous intéressent aujourd'hui, donc tout ce qui va relever de la réalité augmentée, plus généralement de la matérialisation de la maquette numérique et de l'intelligence numérique dans les mains d'opérateurs qui ne sont pas des experts de la 3D ou du digital en général. Un deuxième étage de cette première offre de valeur, c'est de profiter finalement de l'opportunité d'avoir des solutions technologiques déployées sur le terrain, et après on pourra discuter de création de valeur, j'imagine, pour finalement, au fur et à mesure que les opérations sont réalisées de façon plus efficiente grâce à l'aide du digital, profiter également des algorithmiques qui existent aujourd'hui, tout ce qui va relever du deep learning, de l'IA, etc., pour analyser les opérations au fur et à mesure de leur réalisation et ainsi pouvoir éviter les erreurs et les corriger au plus tôt, pour finalement également contribuer à un deuxième étage de l'offre de valeur qui est le retour vers l'ingénierie. C'est-à-dire comment aujourd'hui remonter cette intelligence des mains, finalement cette intelligence du terrain, auquel moi personnellement je suis sensible car venant d'un milieu ouvrier, pour finalement aider les ingénieurs, qui finalement ne sont pas ceux qui boulonnent le plus dans la vie, à mieux comprendre quels sont les enjeux des procédés qu'ils proposent au terrain et aller vraiment vers une mise en synergie, une collaboration entre ces deux espaces très complémentaires. Et là, pour ce faire, vous allez trouver donc tout ce qui va relever du edge computing, de l'IoT, de la capture des informations terrain, etc. Donc voilà un petit peu pour l'offre générale de Diota et la contribution qu'on souhaite apporter. Donc deux grandes offres. Alors je vais vous mettre quelques images parce que c'est plus facile à montrer qu'à raconter, mais c'est juste un décorum, dirons-nous. Donc il y a deux grandes offres en fait qui sont proposées par la société. Une première offre qui va vraiment se concentrer sur l'assistance aux opérateurs humains. Donc c'est là qu'on va trouver notamment les technologies de réalité augmentée qui sont notamment illustrées dans cette vidéo. Donc l'idée vraiment, ça va être, en fonction des cas d'usage auxquels on s'intéresse, de proposer la solution la mieux adaptée pour apporter ce digital dans les mains des gens. Ensuite, une deuxième offre est également proposée par la société. Elle se rapproche pour le coup des sujets qu'Alexis évoquait précédemment, où on va s'intéresser à l'exploitation du digital aussi pour faciliter l'exploitation des systèmes cobotiques et robotiques. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus largement diffusés dans l'industrie. Souvent, c'est beaucoup de programmation, beaucoup de complexité, de difficultés à mettre en œuvre par des gens du terrain, encore une fois, qui ne sont pas nécessairement des experts de ce genre de choses. Et là aussi, l'idée, c'est d'apporter des solutions, des algorithmes qui
directement à partir des bureaux d'ingénierie, vont permettre de générer automatiquement des trajectoires robotiques et proposer des opérateurs notamment de contrôle innovants à base d'OCR, d'IA, d'analyse d'images, en fait, computer vision, etc. De manière, encore une fois, à réaliser cette promesse de faire interagir ces deux espaces. Donc là, vous avez quelques exemples. Ensuite, Francis présentera des choses concrètes au sein du groupe Safran, où on voit aussi, et c'était l'un des points que je voulais souligner, que ces technologies qui souvent sont abordées, que ces usages finalement, cette nouvelle création de valeur qui souvent est abordée par l'angle de la technologie, doit également faire l'objet d'une réflexion sur la manière dont les cas d'usage sont adressés. C'est-à-dire je pense qu'il faut arrêter d'être dogmatique sur la typologie de dispositifs à utiliser ou la typologie de technologie à utiliser. Je pense qu'en fonction des métiers, on peut apporter une offre qui est la plus adaptée pour réaliser au mieux l'offre de valeur qu'on veut apporter, c'est-à-dire vraiment contribuer à la performance. Et voilà, c'était l'une des choses que je voulais également commenter. Je ne veux pas trop excéder sur mon temps, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai encore le temps. C'est parfait, de toute façon on reviendra si besoin. Peut-être Marc pour, oui. On a vu le pendant peut-être avec Diota sur la partie visuelle et on avait évoqué en préparant l'intervention sur le métier de SI, donc peut-être te présenter ESI et justement le positionnement par rapport à Diota. Oui, tout à fait, oui, Marc Rousset, donc ESI Group. Effectivement, on a des interactions, enfin, tout est lié, quoi, finalement, c'est intéressant. Quelques mots en introduction sur le groupe ESI, donc, qui a été fondé en 1973, et depuis 45 ans, je pense que c'est un groupe qui a acquis une certaine réputation, un savoir-faire, dans le monde de la simulation numérique basée sur la physique des matériaux. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1200 personnes présentes sur 20 pays, des centres de développement, centres de distribution. C'est 146 millions de chiffres d'affaires sur 2 activités principales. Donc, en tant qu'éditeur, donc, effectivement, on tient un revenu à peu près 80% de nos activités licences, et puis le reste étant les activités services. Alors, des services justement pour accompagner nos grands clients dans ces phases de transformation qui sont en train de passer devant nous et de se produire. Voilà. La société est organisée autour de 3 grands piliers, ou 4 grands piliers, on va dire, donc industriel, l'automobile et le transport terrestre, historiquement, j'ai envie de dire, l'aéronautique et la défense, l'énergie et puis l'industrie. Voilà. Donc je m'occupe du pilier industrie énergie, j'en ai la direction au niveau du groupe. Alors, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le monde se transforme de partout, on vient d'avoir quelques exemples. Nos clients deviennent de plus en plus exigeants, j'ai envie de dire, en termes qualité produit, en termes fiabilité, en termes performance des process d'ingénierie pour les obtenir. Et ça forge quelque part l'essence de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie du résultat. Nos clients ne souhaitent plus vendre des produits en tant que tels, mais vendre effectivement donc un résultat opérationnel pour leur propre marché. On a tous en tête les transformations dans le secteur automobile aujourd'hui, où on ne veut plus vendre des voitures, mais de la mobilité. Et c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est d'acheter de la mobilité. L'aéronautique, depuis très longtemps, vend des heures et non plus des moteurs. Voilà, donc performance. Et donc, on est ancré dans cette transformation-là. Alors, comment le groupe s'y prend ? J'ai envie de dire, en faisant la promotion, je dirais, de ce qui nous occupe depuis très longtemps et ce qu'on appelle le prototypage virtuel. Alors, historiquement, pendant des années, ici, est ancré dans ce qu'on va appeler le test virtuel, donc qui a permis aux ingénieurs de tester des idées, de concevoir des produits de plus en plus fiables. Aujourd'hui, l'offre ESI générale couvre le spectre complet, j'ai envie de dire, de ce qui est nécessaire pour faire du prototypage virtuel. Ça veut dire fabriquer virtuellement, ça veut dire assembler virtuellement, et ça veut dire tester virtuellement en situation normale, normative, j'ai envie de dire, ou accidentelle, le système qu'on est en train de concevoir. Donc on voit qu'avec cette offre-là, on est ancré complètement dans ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est en train de se transformer, justement cette économie du résultat. La réalité virtuelle dans cette offre-là est un élément important puisqu'elle est un petit peu au centre du dispositif, en permettant effectivement aux ingénieurs de changer leur façon de faire et leur pratique. J'ai envie de dire en passant d'une pratique en silo, où chacun va travailler dans son domaine pour produire un résultat, à une pratique beaucoup plus collaborative, beaucoup plus ouverte, dans laquelle on va partager effectivement le prototype virtuel en s'immergeant et en prenant des décisions. Alors ça se matérialise par un produit qui s'appelle ICIDO et qui est utilisé par exemple par Safran, qui se décline par des systèmes de type lunettes, qui se décline sur des systèmes de type cave multiface, dans lequel on est vraiment immergé dans la maquette numérique pour prendre des décisions.
avec des intérêts. On traite beaucoup aujourd'hui des sujets d'intégration. Les systèmes deviennent de plus en plus compliqués. Je pense que tu en parleras après sur les moteurs d'avion. C'est des choses extrêmement complexes dans lesquelles on met beaucoup d'objets dans peu d'espace. Donc l'intégration est un vrai problème, un vrai sujet. Le lien de l'intégration avec l'usine est important aussi, c'est-à-dire ce que je suis en train de concevoir, de prototyper, va s'intégrer dans une usine de fabrication. Et l'efficacité de l'ensemble est extrêmement importante. Et puis au bout de la chaîne, tout ça va devoir être mis en service. Et donc la maintenance fait partie aussi de ce sujet. Donc l'AVR s'ancre dans ces sujets-là, avec des applications qui vont en avant-projet. J'ai bien aimé le testimonial, puisqu'effectivement, vous avez utilisé la réalité virtuelle dès le début d'un projet pour le dérisquer, avec plein de bénéfices après. Alors, je ne suis pas sûr que vous ayez pu mesurer avant le ROI potentiel, mais en tout cas, le testimonial est important a posteriori. Voilà. En phase de conception, bien évidemment, et puis, on l'a vu en phase de fabrication. Alors aujourd'hui, ce prototype virtuel, on l'habille de données. Donc on est en train de passer d'un monde du prototypage virtuel à un monde du le jumeau hybride, en français on va dire, dont on appelle ça un hybrid twin. C'est un trademark déposé par eux ici. On l'habille des données, alors des données qui peuvent provenir de la physique, qui peuvent provenir de la fabrication, qui peuvent provenir du produit en usage. Et on retrouve le lien tout à l'heure avec le cas d'usage et la performance attendue de la part de nos clients sur les produits qu'ils conçoivent. Pour améliorer les conceptions. On est capable, avec ces technologies-là aujourd'hui, de fabriquer des modèles physiques plus performants en fabrication pour, pas linéariser, mais je vais dire avoir des productions de plus en plus efficaces et puis aller jusqu'au concept de maintenance prédictive qui sont en train de nous occuper aujourd'hui. Et le lien entre la physique et les données permettent à la physique d'explorer l'avenir quelque part, aux données de bâtir des modèles basés sur l'histoire. Et donc les deux combinent, permettent d'avoir des modèles extrêmement efficaces. La réalité virtuelle, que j'expliquais tout à l'heure dans le domaine plus classique du prototypage virtuel, s'intègre dans cette stratégie-là aujourd'hui, c'est-à-dire en y intégrant de la physique. Et en l'aide à la décision qui peut se prendre, je dirais, de façon classique, basée sur les objets, sur le prototype virtuel, vont se prendre aussi et sont en train de commencer à se prendre sur des modèles physiques. J'ai quelques exemples ici de sociétés qui fabriquent des lignes de fabrication dans le domaine de l'emboutissage. Donc, on intègre dans la réalité virtuelle, dans nos systèmes de réalité virtuelle aujourd'hui, de la physique, en l'occurrence d'emboutissage, avec des techniques qui permettent de passer des modèles 3D complexes à des modèles, on va dire, réduits, qui fonctionnent en temps réel, mais qui embarquent toutes les propriétés de la physique et qui permettent de prendre la décision non seulement sur le prototypage virtuel, mais en plus, j'ai envie de dire, sur des comportements physiques de systèmes ou de modèles. Donc les choses vont très loin. Donc on est complètement embarqué dans cette stratégie-là. Alors comment on s'y prend? J'ai envie de dire, on a compris le prototypage virtuel et le concept de jumeaux hybrides ne sont pas opposés, ils sont tous les deux complémentaires parce que tous les deux, effectivement, interagissent avec la performance attendue par nos clients. Donc comment on s'y prend? J'ai envie de dire, on a d'un côté les technologies qui existent, il suffit de les prendre, de les mettre en œuvre. Je crois que l'exemple qui vient d'être présenté est suffisamment illustratif de ce côté-là. Les produits, ce sont des produits industrialisés, voilà. Et donc on préserve avec ça la valeur de nos clients. Et on travaille d'une deuxième façon aujourd'hui, parce que finalement personne ne sait très bien comment tout ça va sortir, au bout du bout. On travaille beaucoup aujourd'hui en mode projet, en innovation, j'ai envie de dire, avec nos clients, en sélectionnant les projets qui vont bien pour pouvoir accompagner cette démarche et faire évoluer les technologies là où ça va bien. Et le lien effectivement qu'on peut avoir, je pense que le testimonial il est parfaitement clair. Avec Safran, tu en parleras après, l'exploitation que vous en faites, et puis avec Diota, c'est la continuité numérique qui peut exister en ce monde virtuel quelque part et amener au plus près des opérateurs effectivement du contenu. Ça c'est extrêmement important. Je voudrais simplement illustrer dans le secteur de l'énergie aujourd'hui, en France singulièrement, puisqu'on a une particularité d'avoir un parc électronucléaire, un peu, je dirais, un parc électronucléaire dans lequel effectivement les opérations sont des opérations complexes à mener. Donc on travaille beaucoup avec des sociétés comme Framatome aujourd'hui, qui intègrent dans la réalité virtuelle des modèles de radiologie, et puis derrière exporter effectivement un certain nombre d'informations au plus près de l'opérateur pour accompagner les opérations sur site dans des milieux extrêmement hostiles avec des contenus, les contenus qui vont bien. Voilà. Donc on s'inscrit complètement dans cette démarche de demande de performance aujourd'hui de la part du monde industriel avec nos technologies. Merci beaucoup. Du coup, on va finir avec Safran.
Et je crois qu'il y a une petite vidéo. Donc si on peut basculer peut-être tout de suite sur la vidéo ou ouais, okay. Juste une introduction. Déjà, je me présente, Francis Rossignol, directeur Safran chez Safran Landing System. Safran, c'est 92 000 personnes. Moi, je suis dans l'entité Safran Landing System qui fait tout ce qui est train d'atterrissage, roues et freins, etc. Et je suis en charge donc de la démarche Smart Factory. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, j'aurais pu vous parler de la réalité virtuelle, je pourrais parler de la réalité augmentée au niveau Safran. Je vais focaliser sur la démarche projet qu'on a menée pour l'usage de la réalité augmentée chez Safran Landing System. Donc, c'est comme petit bout. Alors, quelques images sur les cas d'usage. Ça prend 2 minutes. Voilà, là, rien de nouveau des faits, hein, des réalisations. Donc je ne vais pas faire que du slideware. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas de slide aujourd'hui. Non, je pense qu'il est intéressant, c'est d'expliquer la genèse de notre projet, comment on a fonctionné. Alors pour nous, ça a démarré en 2017 à une logique d'écosystème, puisqu'on a commencé avec un stage de fin d'études avec l'Institut de l'image de Chalon-sur-Saône, qui n'est pas loin d'ici, qui est rattaché à l'ENSAM. Alors, il se trouve que je suis arrêt métier, donc ça facilitait un peu les choses. Toujours est-il qu'on a démarré avec un étudiant. À l'époque, j'étais en charge de la stratégie de réparation et puis de la documentation technique de maintenance. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'aéronautique, la documentation de maintenance, c'est ce qui régit toute la méthodologie et c'est très réglementé. C'est ça qui dicte la façon dont on doit réparer les trains d'atterrissage. Les pièces d'avion, c'est pareil. Par contre, si on donne ce document, on est obligé de suivre ce document pour certifier le matériel après réparation. Mais par contre, c'est inutilisable en atelier. Donc, il faut le traduire en fiche d'instruction. Donc, on s'est posé la question, au départ, c'est-à-dire, le démonstrateur, c'était la vocation. Quel usage on pouvait faire de la réalité augmentée pour rendre ces instructions de travail sans risque d'interprétation, qui amène de la productivité, de la qualité, de la répétabilité. Et surtout, il y a beaucoup de travaux de reporting, etc. Donc, voilà, on est parti de cette problématique-là. On a fait un démonstrateur en 5 mois. Ça a très bien marché. Bon, on est tombé sur un étudiant brillant que j'ai gardé d'ailleurs en thèse par la suite. Ça nous a permis, et c'est très important, de vulgariser l'usage de ces technologies en interne, parce que malgré tout, vous pouvez faire tous les démonstrateurs que vous voulez. Si vous ne faites pas de la communication, si vous ne vulgarisez pas, ça ne donne pas envie d'aller plus loin. Et les décideurs, c'est quand même les patrons d'unité. Moi, j'ai 14 sites dans le monde. Pour mettre de l'argent là-dedans, ils veulent voir. Donc, on a montré. Et ça a été convaincant et en 2018, c'est devenu un projet à part entière parmi les différentes initiatives Smart Factory et Usine du futur. Donc depuis, on a un plan de déploiement
On a développé des pilotes sur un site en Alsace. L'Angleterre a développé ses pilotes, a fait du copier-coller. Singapour en a fait de même. Querétaro est en train de le faire. On a commencé plutôt sur la réparation, là où c'est le plus compliqué, parce qu'il n'y a pas deux trains qui se ressemblent lorsqu'ils arrivent en réparation. Et c'est ça l'intérêt d'ailleurs, beaucoup de variabilité. La série est en train de dupliquer. On fait du masquage peinture en réparation. C'est la même chose en série, même si c'est plus répétitif. Il y a toujours des problématiques de transmission du savoir-faire, de garantie qu'on suit toujours le même processus, etc. Donc voilà, donc ça joue sur des enjeux de productivité, de qualité. La qualité pour nous est essentielle, même incontournable. Donc maintenant, on en est au stade où on parlait de continuité numérique. Tout ce qu'on a développé en termes de contenu réalité augmentée, il faut l'intégrer dans toute la chaîne, depuis la configuration du produit, le PLM, le MEDS, là où sont toutes les instructions de travail, la digitalisation, le MES, bon, j'emploie des termes, j'espère que tout le monde est familier avec ça, mais le MES, c'est le système qui met à disposition au poste de travail les instructions de travail. Eh bien, la réalité augmentée, ça doit devenir des instructions de travail parmi d'autres, là où l'usage de la 3D a de l'intérêt, tout comme un programme de commande numérique. Mais par contre, ce qui est important, c'est que l'opérateur à l'atelier, on lui met à disposition un contenu en fonction de la configuration sur laquelle il travaille, avec la possibilité de collecter des informations de traçabilité, de qualité. Pour terminer, je dirais ce qui fait que ça marche, c'est que tous les projets que l'on a menés, du début à la fin, on les a toujours menés avec les opérateurs de l'atelier pour choisir les cas d'usage, définir les besoins, définir les scénarios. On a développé toute une méthodologie qui a fait ses preuves, qu'on est en train de vulgariser, d'ailleurs quelque chose qu'on va mettre à disposition sur le travail d'un thésard d'ailleurs. Et la réussite, elle tient à ça en fait. Donc c'est l'opérateur à la fin qui dit ça marche ou ça ne marche pas. La plupart des cas d'usage que je vous ai montrés sont maintenant en exploitation, mais il y en a certains qu'on a abandonnés. Pourtant, considérer que le ROI n'était pas suffisant. Il faut aussi avoir l'humilité de dire ça n'a pas marché, on laisse tomber, on passe à autre chose. Et beaucoup communiquer, parce que, qu'on le veuille ou non, on peut faire toutes les présentations. Rien ne vaut une démonstration en atelier, une belle vidéo, ça donne envie. Et moi, je suis content d'être là parce que cette expérience, tout ce savoir-faire, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à l'aéronautique, qui a vocation à se généraliser. Et on compte sur tout le travail de partenariat qu'on mène entre Diota, Easy Group et l'ENSAM, qui a des labos assez pointus sur le sujet. C'est à la fois un travail d'intégration, mais aussi un côté R&T avec des thèses, parce qu'il y a encore des choses à découvrir et à mettre au point. Tout n'est pas disponible sur étagère. Voilà. Très bien. Avant de vous laisser la main pour poser quelques questions, je voulais peut-être revenir du côté de Diota, justement, et peut-être nous présenter d'une part un nouveau produit qui correspond aussi à peut-être dans la stratégie digitale des entreprises et notamment par rapport à un impact aujourd'hui lié au Covid et à la crise sanitaire sur nouveaux outils et sur une nouvelle méthode, approche collaborative de travail qui va être aussi complémentaire et qui fait partie de cette digitalisation stratégique, enfin digitalisation de l'entreprise. Et puis le deuxième point, peut-être d'aborder la question de l'évolution aussi du poste de travail quelque part, parce que si on implique de plus en plus l'opérateur ou en tout cas l'utilisateur final, celui qui est au plus proche de la réalisation et qui intègre de plus en plus des technologies digitales qui n'ont pas été forcément pensées pour un poste de travail, c'est aussi de savoir quel est votre niveau de réflexion par rapport à tout ça. D'accord, bien. Merci de m'accorder cette vitrine. Alors, je ne vais pas non plus sombrer dans une page publicitaire, je vous rassure. Donc en effet, en ce moment, chez Diota, au niveau de notre stratégie produit, beaucoup de choses bougent, dans le sens où, depuis quand même un certain nombre d'années où on s'intéresse à ces sujets, au démarrage, on a fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a notamment basé une partie de nos développements sur des frameworks standards, souvent des frameworks issus du monde du jeu vidéo, ce qui était selon moi un bon choix technique, un bon choix stratégique. Au jour d'aujourd'hui, Francis l'évoquait un peu, même si des choses restent encore à inventer et à démontrer, je pense qu'on n'est pas prêt d'arriver au bout du sujet, je pense qu'on a juste commencé à gratter la partie visible de l'iceberg. Au jour d'aujourd'hui, des choses fonctionnent, des retours sur investissement sont démontrés sur un large spectre de cas d'usage dans le domaine de l'aéronautique, Francis en a évoqué quelques-uns, mais également dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'énergie, etc.
Et la question se pose aujourd'hui de passer au step d'industrialisation ultime. Alors, je pense que cette réflexion elle porte moins sur le périmètre de la réalité virtuelle, même si là aussi, il y a toujours des choses qui restent à inventer. Hein, enfin. Mais ce que je veux dire, c'est que la réalité virtuelle, c'est quand même des technologies qui sont plus matures en termes de diffusion et d'exploitation dans l'industrie. Là où les technologies destinées au terrain opérationnel, ce que j'évoquais tout à l'heure, le field, quoi, hein, d'accord, notamment la réalité augmentée, c'est des technologies qui sont quand même plus nouvelles. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, et je pense qu'on en a fait la démonstration, on a démontré et la faisabilité technique, dans toutes les vidéos que vous avez pu voir quand il n'y a pas de fake, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui fonctionnent aujourd'hui dans les mains de gens qui ne sont pas des experts. Et on a également fait une démonstration aujourd'hui de l'intérêt en termes de création de valeur de ces solutions. Cependant, et c'est le sens en effet de cette nouvelle initiative qu'on lance désormais avec ce qu'on appelle Diota 4X ou Diota Factory, nous, la conclusion à laquelle on est arrivé, notamment sur le deuxième bout de ta question qui concerne la façon finalement de déployer ces choses-là en prenant en compte vraiment les contraintes et les spécificités finalement du monde de l'industrie, qui est quand même un monde compliqué. Hein. On a eu un cheminement intellectuel qui nous a dit on ne peut pas finalement réaliser la stratégie qui était la nôtre au début, qui était de devenir des superstars éditeurs qui allons proposer des solutions autoportantes. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. En tout cas, pas selon moi, si on veut vraiment apporter une contribution générale à cette création de valeur générale qu'est l'industrie 4.0. Et c'est pourquoi nous, on a inscrit désormais notre démarche de développement dans une démarche qui se veut très collaborative, très coopérative. Enfin, je pense que ça rejoint les remarques des uns et des autres, que ce soit en termes de continuité de chaîne numérique ou même également de connectivité, d'interopérabilité des solutions qui sont sur le terrain. Parce que toutes ces belles choses qui sont sur le terrain, il faut qu'elles interagissent avec alors pour citer que ça, avec du Dassault Systèmes, avec du Siemens, avec du PTC, il faut que ça interagisse avec du MES, enfin, qui peut être de ces éditeurs ou d'autres. Il faut également que ça interopère avec de l'IoT, on a parlé de robotique, de cobotique, tout ce qui va relever du edge computing pour remonter vers de la big data. Enfin, il y a tout un écosystème finalement qu'il faut alimenter. Et là où nous, initialement, on voulait couvrir un périmètre et y être, je ne sais pas quel est le bon terme, mais enfin, y être exclusif, entre guillemets, au jour d'aujourd'hui, on se positionne plutôt sur une offre plateforme avec pour objectif de développer des partenariats, tels que ce qu'on développe avec ESI, enfin pour parler des partenariats technologiques, mais également avec des gros éditeurs comme Dassault Systèmes. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de proposer et d'offrir à l'écosystème non plus des solutions clés en main, mais vraiment un framework avec une capacité pour chacun d'apporter une contribution sur un framework qui est industriel, qui est basé sur des technologies qui sont maîtrisées, qui est basé sur une maîtrise de la data, avec des formats qui sont conçus avec et pour l'industrie, qui sont évolutifs, qui sont ouverts, qui ne sont pas propriétaires. Et voilà. Mais sans parler de Diota en tant que tel, je pense que cette démarche aujourd'hui, elle s'impose. On a passé un peu la phase de déception de Gartner là, sur ces technologies-là. Maintenant, il est temps de les diffuser, il est temps de les déployer. Et dans ce contexte-là, en effet, la contribution qu'on apporte, ce qu'on cherche à apporter, c'est de contribuer au collectif. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est parfaitement. J'essaie de ne pas en faire non plus une page de pub. J'aurais dû vous prévenir. En fait, pour poser les questions, il faut se lever et aller au micro qui est dans le couloir entre les chaises. C'est un système qu'on voit beaucoup dans les conférences américaines, ce qui permet non seulement de voir le nombre de questions à venir, mais c'est aussi lié à la crise sanitaire d'aujourd'hui où on ne peut pas se permettre de vous donner un micro. Donc, est-ce qu'il y aurait des personnes qui voudraient poser des questions ? N'hésitez pas. Moi, je suis... Oui, oui, je voulais... on a parlé de Covid, impact Covid. Je vais quand même commenter là-dessus. C'est vrai que l'aéronautique, aujourd'hui, on a pris un coup, là, et on en a pour 2 ans pour s'en remettre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, pour donner un peu de l'espoir à tous les jeunes qui sont là, c'est une mauvaise passe, mais les fondamentaux restent les mêmes. La recherche d'efficacité, de productivité, et je dirais même que c'est maintenant qu'il faut préparer la sortie du Covid, parce que demain, le marché sera encore plus difficile. Enfin, moi, on est dans cet état d'esprit-là. Le digital reste une priorité. Ça, c'est clairement affiché par les dirigeants de Safran. Et à court terme, hein, c'est pas le moment. À court terme, il y a des gros enjeux sur du fait que les gens peuvent plus se déplacer. Ça ne nous arrange pas parce que les avions ne volent pas, mais le mode collaboratif à distance qu'on peut faire avec la réalité virtuelle, c'est très important. L'usage de la téléassistance, c'est très important. Donc ça fait émerger des besoins de technologie à court terme, et à mon avis, ça va perdurer. Donc il y a un regain d'intérêt pour ce genre de solution. Le digital est vraiment une réponse aux contraintes de déplacement, au collaboratif. On a toujours des bureaux d'études qui sont répartis un peu partout, des sites de production un peu partout. On a un site en Chine qui démarre une réparation et il est supporté à distance par Singapour, etc. Donc voilà. Donc il y a quand même à court terme, il y a des problématiques, mais il faut surtout préparer l'avenir. Donc les jeunes, ayez confiance. Il y a encore de belles choses à faire. Hein.
Non, mais moi, j'aimerais bien compléter ce que tu dis, parce qu'en effet, on peut vivre ça, alors on est tous masqués, on est tous un peu assommés par tout ce qui se passe depuis des mois, mais moi, en tant qu'entrepreneur, et je suis obligé de fonctionner comme ça, sinon ça fait longtemps que je me serais pendu, je vois dans cette situation une opportunité. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est quand même face à des plans de relance qui s'engagent, où il y a quand même aussi une prise de conscience dans un monde qui s'était peut-être un petit peu engraissé, un peu alourdi sur ces aspects-là, qu'il faut vraiment faire un max de choses sur notre territoire, les faire de la façon la plus efficiente, la plus compétitive possible, puisqu'on n'est pas dans les mêmes contextes sociaux que d'autres pays qui peuvent produire à moindre coût. Et selon moi, on est vraiment face à une nouvelle étape qui est aussi une opportunité, peut-être d'avoir un électrochoc, parce que c'est quand même un électrochoc ce qui nous arrive en ce moment, et mettre en œuvre des choses qui pouvaient passer comme des choses un peu exploratoires, un peu nice to have, et prendre conscience que ces choses-là, non, c'est du must-have. Toutes ces choses qu'on vous montre là, c'est pas des délires de geek, c'est des choses qui sont créatrices de valeur, c'est des choses qui sont créatrices de compétitivité. Et en ce sens, je pense que c'est une opportunité face à laquelle on est aujourd'hui. Ouais, je rebondis. Moi, en tant que CDO, clairement, il y a énormément de projets, notamment tous les projets liés à la digital workplace, travail collaboratif, etc., que j'ai essayé de lancer pendant 2 ans avant la crise. Et j'avais un écho, en comité de direction, j'avais parlé de projets. On me répondait clairement, non, on ne va pas mettre de l'argent là-dedans, de toute façon, ça ne va rien nous apporter, et puis la productivité va être réduite, sans parler du télétravail, etc. Et là, aujourd'hui, comme vous dites, c'est clairement une opportunité, c'est-à-dire qu'on a un mindset qui a complètement changé, et on a des choses qui paraissaient complètement inutiles il y a encore un an, qui aujourd'hui paraissent évidentes, avec une accélération d'initiatives qui, à mon sens, vont vraiment apporter énormément en termes d'efficacité, de productivité. Par rapport aux jeunes, également plus de flexibilité, un équilibre vie pro, vie perso amélioré aussi. Et voilà, et je pense que dans toute crise, on peut voir uniquement le verre à moitié vide, ou le verre aussi à moitié plein. Et je pense que dans cette crise, il y a effectivement beaucoup de à moitié vide, mais on peut aussi voir du à moitié plein, il y en a aussi. Voilà. Et il y a une concomitance avec la maturité techno, puisque les solutions sont là aujourd'hui. Ce sera arrivé il y a 5 ans, on n'aurait pas pu réagir. Oui, pour compléter là, effectivement, le paysage d'un point de vue technologie, ça se matérialise chez nous de façon très concrète, ces choses-là. Alors, du point de vue des produits qui existent, il suffit de les prendre, de les installer, et parler de collaboratif. Aujourd'hui, effectivement, donc, partager le prototype virtuel dans le monde, ça ne pose aucun problème. Donc, on fait du collaboratif, comme on le fait aujourd'hui avec du Word, etc. Donc, ça fonctionne, il suffit de prendre, de déployer. Au-delà de ça, on est aujourd'hui inscrit dans une démarche plateforme aussi, depuis très longtemps d'ailleurs, aujourd'hui pour effectivement donc, assembler toutes ces briques technologiques qui commencent à être disponibles pour aller fabriquer ces hybrides twins, que nos clients puissent aller fabriquer ces hybrides twins. C'est-à-dire c'est des objets spécifiques liés à un cas d'usage spécifique, mais qui vont bénéficier effectivement, qui bénéficient déjà, je dirais, de tout l'apport technologique du prototypage virtuel. Et enfin, ça se matérialise aujourd'hui chez nous par la mise en place d'une offre cloud, c'est-à-dire dématérialiser complètement les solutions de calcul. Enfin, en clair, avoir sur son poste de travail à la fois des ressources pour faire du prototypage virtuel, à la fois des ressources au travers des solutions de réalité virtuelle collaboratives, effectivement réparties, et à la fois des solutions pour pouvoir fabriquer effectivement ces instances spécifiques, ces hybrides, ces jumeaux hybrides qui correspondent à des cas d'usage particuliers. Donc c'est en train de sortir, là c'est des choses qui sont en train de se faire chez nous. Aujourd'hui, ce n'est pas industriel au sens strict du terme, mais l'offre est en train de se construire et on travaille en mode projet avec nos clients pour effectivement donc, faire avancer ces sujets-là. Donc confirmation effectivement de tout ce qui vient d'être dit du côté du groupe ici. Donc si tout ça vous intéresse, contactez-nous. Merci beaucoup. Pour finir cette conférence, je vais prendre les questions de mon ami Jean-Luc de CIM qui posait la question quel processus de production de données. Donc je lui ai demandé de préciser un petit peu ce qu'il entendait par là. Et il évoquait le passage des données 3D CAO à la réalisation de scénarios d'usage, le temps de réalisation que ça a pris aussi, la possibilité de standardisation possible du processus et la remontée des modifications en réalité virtuelle vers le PLM. Donc, beaucoup de questions, mais je pense qu'elles tournent toutes autour du même sujet. Et là, je pense que ça s'adresse plus particulièrement pour Safran. Je ne vous cache pas qu'on n'a pas encore un processus complètement robuste parce que
On est à un stade où on a créé des contenus de réalité augmentée. On a plusieurs ateliers dans le monde qui réparent les mêmes produits. Donc il y a un atelier qui devient, je dirais, l'atelier de référence, qui duplique les contenus de réalité augmentée pour réparer telle ou telle pièce d'en Alsace à Singapour. Mais on a besoin d'un processus transverse. Alors l'idéal, c'est qu'à terme, c'est le PLM qui devrait gérer tout ça. Hein. Le PLM, on est en train de redéployer, de le rendre un peu plus robuste. Un MEDS costaud qui soit partagé par tout le monde, ça c'est la cible. Bon, on est pragmatique. À court terme, on essaie d'avoir des mécanismes, des processus de partage de contenu, de réalité augmentée, de s'assurer au moins que le contenu de réalité augmentée, mais ça c'est dans le processus en place aujourd'hui, un atelier de réparation, s'il veut garder sa certification, il doit garantir que les instructions de travail dans l'atelier sont bien en ligne avec la dernière version du manuel de maintenance diffusé par le constructeur. Mais ça reste, au lieu que ce soit la garantie d'un contenu papier ou d'un fichier Word, c'est le contenu digital. Donc le processus était déjà en place. Il faut simplement qu'on le rende plus robuste avec une chaîne de continuité numérique via le MES. Hein. L'intégration MES, c'est là que ça intervient, pour que la chaîne soit intégrée de bout en bout. Mais c'est la même chose qu'un programme de commande numérique qui vient du MEDS, qui vient alimenter une machine, un atelier. C'est la même problématique. Il faut simplement l'appliquer au contenu de réalité augmentée. Du coup, il y avait aussi peut-être Marc voudra, sur la partie remontée vers la réalité virtuelle, je ne suis pas compétent, mais sur la partie descente de la donnée, nous, ce qui est clair, en tout cas, le choix qu'on a fait, nous, c'est de ne pas rajouter des outils aux outils. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment en effet d'avoir une intégration, d'avoir une donnée qui est de capitaliser sur la donnée existante, de venir l'enrichir avec les concepts et les données relatives au périmètre qui sont les nôtres. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir une duplication de la base de données avec une expertise supplémentaire à s'approprier et une complexité supplémentaire dans l'élaboration des contenus. Donc, juste pour citer un exemple, nous, typiquement, les industriels, par exemple, qui utilisent du Dassault Systèmes, aujourd'hui, dans Katia Composer, nous, on propose un add-on qui permet directement d'exporter des fiches d'instructions faites par des méthodistes comme habituellement dans cet environnement logiciel. En fait, c'est un exemple parmi d'autres. Et ils peuvent directement exporter vers notre environnement sans avoir à réaliser des travaux de spécification supplémentaires. Enfin, au-delà de l'enjeu technique qu'il y a derrière, c'est en termes de création de valeur et de ROI, c'est nécessaire parce que finalement, si vous gagnez 10% du temps sur le terrain mais que vous multipliez par 2 vos temps d'ingénierie, votre ROI, en fait, il est dévoré. Donc, il y a vraiment aujourd'hui un travail de normalisation, c'est aussi la naissance de notre plateforme, autour de cette donnée digitale destinée au terrain, parce qu'aujourd'hui, comme classiquement sur ces sujets-là, il y a autant de formats que de gens qui travaillent dessus, quoi. Et ça peut pas. Aujourd'hui, il y a un travail d'homogénéisation à faire. Ce que je veux dire pour compléter, c'est que nos services méthodes qui utilisent Katia aujourd'hui, passer à Katia Composer pour créer les animations, ça n'a posé aucun problème. Hein. Donc le ticket d'entrée, il est très facile. C'est assez naturel pour eux. Donc ça, c'était la bonne nouvelle quand même. Oui, nous, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire les mots-clés ne sont pas d'adhésion au système d'information, évidemment. Donc ça veut dire que la maquette numérique, le prototype, se nourrit de données diverses et variées. On n'a pas de ticket particulier. Hein. Donc les PLM sont multiples et variés. Il n'y a pas que Dassault Systèmes. Il y a plein de systèmes qui existent dans le monde. Petit 1. Petit 2, donc c'est des outils propriétaires de reconstruction parce que quand on veut évaluer des scénarios, ces outils peuvent être particuliers spécifiques. Donc outils de reconstruction, outils de lien aussi, je dirais, avec des évolutions susceptibles de faire évoluer effectivement la maquette numérique au sens du PLM, qui permettent effectivement d'avoir un système indépendant et complètement autonome par rapport au système d'information. Alors ça, c'est vraiment un point fort parce que ça permet de maintenir ce prototype virtuel, je dirais, en vie au fur et à mesure de l'évolution de la conception et de l'évolution de la maquette numérique, tout en gardant des capacités effectivement à travailler dans ce monde-là, dans ce monde virtuel, de façon autonome et indépendante, y compris en intégrant d'ailleurs de la physique. Je pense à des choses extrêmement simples qui sont standards aujourd'hui. Travailler sur un modèle numérique d'un système complexe, l'ingénierie par exemple du câblage est importante, les flexibles sont importants, évaluer des scénarios de montage et démontage, donc voilà. Donc c'est des choses particulières et spécifiques, ça fait partie de la physique et ça fait partie de ce qu'on a aujourd'hui intégré dans cette solution qui s'appelle ICIDO. Ce qu'on vise clairement, et ça m'amènera à parler d'un beau projet dans la région, c'est d'avoir la possibilité de créer le jumeau numérique. Tout le monde en parle, mais je ne sais pas s'il y en a tant que ça qui le font vraiment. Le jumeau numérique, avec la réalité virtuelle, la simulation du procédé, des process et l'optimisation avant même de le mettre en œuvre, et puis de pouvoir collecter l'information de l'atelier, la réalisation, le rapprocher du modèle numérique et puis faire de l'optimisation. Ça, c'est le principe général. Ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en œuvre sur la région parce qu'on a
un projet d'une nouvelle usine carbone à Feyzin. Pour le coup, Covid ou pas Covid, ce projet verra le jour peut-être en 2026 au lieu de 2024. Ça va devenir le projet phare dans la région, voire même une référence mondiale en matière d'intégration de solutions Smart Factory. Et on a l'intention, dès le départ, de tout faire en digital, hein, et demain d'être capable de rapprocher la réalité avec le numérique. Parce que la production du carbone, c'est la maîtrise des paramètres de production, font que le comportement d'exploitation des freins dépendra directement des paramètres de production. D'où l'importance de la simulation. Alors c'est un bel exemple, et je suis assez fier de dire que Safran crée de belles usines en France, et ça sera vraiment une usine phare, et je suis content pour la région. Oui, c'est un magnifique projet. Alors, j'espère qu'on sera embarqués ensemble dans ce projet. De toute façon, on fait partie de l'écosystème, évidemment. Ça dépend des conditions. On a pas mal de projets de ce type-là aujourd'hui. Je vais prendre un exemple dans le secteur de l'énergie que je connais bien. On a parlé tout à l'heure du démantèlement des systèmes des centrales nucléaires, pour faire court, dans le monde entier. C'est des marchés qui existent. Voilà, on a embarqué dans ces projets-là aujourd'hui avec les grands opérateurs en France, dans un projet qui s'appelle le Smart Dismantling. Alors c'est exactement ça, c'est avant toute opération, c'est préparer effectivement en mode digital, en mode virtuel, en prototypage virtuel effectivement l'intervention, c'est des choses complexes dans lesquelles l'opérateur est au centre du jeu finalement, au bout du bout, quoi, et accompagner effectivement durant tout le cycle de démantèlement. Démanteler une cuve, c'est complexe, c'est très complexe, ça fait appel à l'ingénierie de très haut niveau, et accompagner justement cette méthode-là par l'évolution de ce prototype virtuel avec des données issues de l'exploitation qui vont permettre d'aider à prendre de la décision en temps réel, hein, j'ai envie de dire, pour améliorer le processus et au bout du bout, j'ai envie de dire, l'économie globale et la performance globale, je dirais, de ce type de projet-là. Donc effectivement, ces projets-là sont les bienvenus parce qu'on est parfaitement au cœur de ces préoccupations-là. Un petit message, un dernier message, parce qu'on est sur la région Rhône-Alpes. On a une logique de plan de relance. Okay, on a soumis des dossiers. Je passe le message, il y a des représentants du ministère qui va bien. C'est vraiment un projet où je verrais mal qu'on ne soutienne pas un projet de ce niveau-là. Parce qu'on a l'opportunité de créer sur la région un écosystème pour faire de cette usine vraiment une vitrine et développer des compétences dans la région. Voilà, je passe ce petit message. Comme ça, c'est dit. Je vois que tu profites de l'estrade. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à monter et à animer cette table ronde. N'hésitez pas à profiter des intervenants très rapidement parce que certains d'entre eux vont partir rapidement. Et moi, je vous donne rendez-vous cet après-midi sur notre table ronde sur le marketing. Et je vous souhaite un très bon salon. Et je remercie encore le CIDO de nous avoir permis d'animer cette conférence. À très bientôt.